Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc considérons la situation suivante. Nous avons le sol, ici, et nous avons deux observateurs, 1 et 2, qui sont situés aux altitudes Z1, Z2, avec une hauteur H entre les deux. Ils sont immobiles et leur altitude reste constante, peu importe le moyen dont ils y arrivent. Par exemple, il est sur une échelle ou peu importe. Et ils peuvent vérifier, expérimentalement, on peut vérifier cela à l'aide des talons, l'échelle, ou divers dispositifs tels que des radars. On va aussi considérer que la gravité est constante. C'est-à-dire que la gravité reste la même aux deux points. Ce qui pourrait, par exemple, expérimentalement, se vérifier avec des dynamomètres qui mesurent le poids ou des accéléromètres qui mesurent l'accélération de la pesanteur. À un moment donné, Z1 envoie une impulsion. Il envoie en fait une série d'impulsions de fréquence nu1 est composé de n cycles. Le temps d'émission est donc taux 1 égale n sur nu1. Le deuxième observateur reçoit cette impulsion à une fréquence nu2 et dure un temps taux 2. Évidemment, Z peut compter les cycles de l'impulsion reçue, il trouve forcément la même valeur n. Et après ce deuxième train d'impulsion, un recommence et renvoie un nouveau train d'impulsion, etc. Nous savons, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, qu'il y a un décalage vers le rouge. C'est-à-dire que la fréquence nu2 est inférieure à la fréquence nu1. Et donc la durée de l'impulsion, taux 2, est égale à n sur nu2 et est donc supérieure à taux 1. La durée du train d'onde ici est plus grande. Et cela, on doit le considérer en relativité comme une différence temporelle. Là, il y a dilatation du temps. Ici, on parle de dilatation du temps gravitationnel. Cela peut se vérifier par comparaison avec une horloge, ou, à contrario, on peut avoir une horloge qui est pilotée, une horloge atomique, qui serait pilotée par la fréquence de l'impulsion qui est reçue. Le fait que, dans le principe de relativité, on considère les référentiels des différents observateurs comme équivalents, impose de considérer chacune des méthodes de mesure du temps sur nu1 sur nu2 comme valable. Et cela est d'autant plus cohérent avec les mesures. Donc il y a un effet de durée de l'impulsion, de dilatation. Et même sans considérer l'effet direct sur le temps, le raisonnement qui suit d'ailleurs reste tout à fait valable. Traçons dans un diagramme la position Z verticale et le temps. Attention, ceci n'est pas la distance, mais le temps écoulé. On a l'altitude Z1 et l'altitude Z2. Le premier front d'onde du train d'impulsion est envoyé vers le haut. Il s'écoule durant le train d'onde un temps taux 1 et le dernier train d'onde est envoyé et on envoie le suivant et ainsi de suite avec ici un temps taux 2. Que peut-on dire de cette figure? D'abord, les lignes ici sont bien horizontales parce que nos observateurs sont immobiles et à altitude constante.
les trajectoires ici, pour des rayons lumineux, dans un tel diagramme, devraient être des droites à 45 degrés. En réalité, ici, nous n'en sommes pas sûrs. Il y a l'effet de la gravité. Nous ne savons pas trop si on a bien une ligne à 45 degrés ou une ligne courbe comme j'ai dessiné ici. L'important, c'est que les deux courbes doivent être identiques. Parce qu'on envoie un front d'onde ici, un front d'onde ici, identiques. La hauteur est la même et la gravité est la même. Tout est identique. Donc, les deux trajectoires doivent être les mêmes, même si ce ne sont pas des droites. C'est ça l'important. Mais nous savons que la durée ici est plus grande que la durée là. Et ça, c'est impossible. Dans un espace euclidien, c'est impossible. Si les trajectoires ici sont identiques, si les trajectoires ici sont horizontales, alors, dans un espace euclidien, on devrait avoir les mêmes longueurs, les mêmes durées, tau 1 et tau 2. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Un tel dessin est impossible si cet espace-temps est euclidien ou s'il est de Minkowski. On a le même problème avec un espace-temps de Minkowski. Il y a donc deux conséquences à ça. La première, c'est qu'en présence de gravité, l'espace-temps ne peut plus être de Minkowski. Il doit y avoir une déformation quelconque de l'espace ou de l'espace-temps qui autorise une telle figure avec des longueurs différentes ici et ici. Et donc une certaine courbure de l'espace ou de l'espace-temps. Ce qui justifie l'abandon du postulat euclidien. Deuxième conséquence, si on abandonne ce postulat, alors la relativité restreinte basée sur ce postulat devient erronée. En présence de la gravité, la relativité restreinte n'est plus applicable, sauf si l'effet de la gravité est négligeable. En particulier ici, si la hauteur est petite, très petite, et que la dilatation du temps, ou le décalage vers le rouge, est négligeable, alors on a une figure tout à fait normale, comme dans l'espace d'Euclide ou l'espace de Minkowski, et donc la relativité restreinte peut marcher. Ce n'est donc que sur des petites distances et des gravités faibles que la relativité restreinte peut s'appliquer. Nous en avons là une preuve basée sur le raisonnement en présence de la gravité. Voilà, et donc, ce raisonnement montre que l'espace ou l'espace-temps doivent être courbés. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un raisonnement assez court qui permet de raisonner et de réfléchir et de dire que ça ne peut pas être que l'espace qui est courbe. Ça doit être l'espace-temps. La variété à 4 dimensions, les 3 directions spatiales et la direction du temps, c'est cette variété qui doit être courbe, et pas seulement une tranche spatiale à un instant donné. Nous verrons pourquoi dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.